Quelle est l'origine des incendies qui détruisent chaque année les forêts calédoniennes? Quelles solutions mettre en place de toute urgence? Elisabeth va tenter de comprendre pourquoi nos forêts sont si menacées par les incendies et les conséquences qu'ils ont sur notre environnement. Elle a rendez-vous avec Thibaut Bizien et les bénévoles de Calédocline pour participer à un chantier de plantation à la coulée dans la commune du Mont-d'Or. Bonjour Thibaut. Salut Elisabeth, ça va? Bah ça va et toi? Ouais, à fond. Bah écoute, je viens pour la grande plantation de ce matin, donc ici à la coulée. Ouais, bah bienvenue, je suis content que tu sois venu. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Eh bah écoute, je suis en train de préparer l'hydro-rétenteur, donc c'est une petite gelée qui va permettre de garder l'eau pour la plante en saison sèche. Donc l'objectif quand on va planter, c'est de donner le maximum de chance à l'arbre, et donc on va lui donner tout ce dont il a besoin pour bien se développer, bien grandir, et puis survivre à la sécheresse qui est de plus en plus importante. Alors explique-moi pourquoi on plante aujourd'hui ici à la coulée? Alors la coulée, c'est une zone qui a subi un énorme incendie en 2019, l'année dernière, où il y a plus de 2500 hectares qui sont partis en fumée, et donc c'est à la fois une grosse dégradation, et puis surtout derrière ça laisse énormément d'érosion. Donc pour nous l'objectif, c'est de pouvoir venir au travers de plantations éco-citoyennes, venir à la fois restaurer la forêt et puis aussi limiter cette érosion dans la rivière qui est juste un peu plus bas. Alors 2500 hectares, ça représente à peu près 10% de la surface totale des terres brûlées en Nouvelle-Calédonie en 2019. C'était 29 000 hectares. C'est l'année la plus destructrice de ce début de 21e siècle, hein, c'est ça. Et donc ici, 10%, c'est une surface qui est énorme. Quelle est l'origine de ces feux? Alors la majorité des feux est d'origine humaine, hein, c'est 90% des feux qui proviennent de l'être humain. Et après, il faut différencier les feux qui sont d'origine involontaire, comme ça a été le cas ici sur la coulée. Ici, c'est un barbecue qui a déclenché cet incendie. Exactement, c'est un barbecue, donc c'est un barbecue mal contrôlé, un feu mal contrôlé qui a entraîné une destruction immense. Et parfois, il y a aussi les feux volontaires qui sont en progression aussi au pays. On voit bien qu'on a de plus en plus de pyromanes, et là, c'est vraiment une forme de suicide, il faut le dire, parce qu'on va détruire la forêt qui nous rend énormément de services au quotidien, puisque c'est l'air qu'on respire, c'est l'eau qu'on boit, et c'est une partie de notre nourriture. Donc les conséquences de ces incendies, c'est une perte énorme de la biodiversité. On voit derrière nous des arbres brûlés. Là vraiment, toute l'appellation hotspot prend toute sa dimension ici, puisque on est sur un site qui est exceptionnel au niveau de la biodiversité et fortement menacé par l'activité humaine. C'est également, tu le disais tout à l'heure, le ruissellement des eaux qui sont plus retenues dans les sols puisqu'il y a plus d'arbres. Et puis la pollution du lagon également, avec ces terres qui sont emportées par les eaux. Bien sûr, nous on a pu le constater lorsque nous sommes venus faire des opérations il y a quelques semaines. On a pu voir au travers des grosses pluies déjà effectivement des zones de forte érosion où la rivière coulait complètement rouge et finissait effectivement dans le lagon, et ces sols chargés en métaux lourds, les sols ultramafiques, vont ensuite déplacer ces métaux lourds dans notre lagon et vont aussi étouffer une partie de nos coraux. Les forêts en bonne santé jouent un rôle prépondérant dans la préservation du cycle de l'eau dont nous bénéficions. En freinant son ruissellement grâce au feuillage des arbres, branches mortes, feuilles tombées, arbustes, herbes, et grâce aux racines qui aèrent les sols, toutes les parties de la forêt facilitent le passage de l'eau dans les nappes phréatiques. Ces dernières servent de réservoirs géants, stockant les pluies de la saison humide et relâchant l'eau progressivement durant la saison sèche. De plus, en freinant l'eau et grâce à leur riche réseau de racines, les forêts protègent également les sols de l'érosion. Cela limite les glissements de terrain qui peuvent être dangereux pour les populations, mais empêchent aussi la terre et les graviers d'être charriés dans les cours d'eau. Sans cette protection, ces derniers peuvent détériorer les ouvrages de captage d'eau ou encore la qualité de l'eau que nous buvons. De nombreuses menaces pèsent aujourd'hui sur ces forêts et les services qu'elles nous rendent. Les incendies à répétition font partie des menaces lentes et sournoises qui contribuent à faire reculer les forêts et mettent en danger l'eau dont nous dépendons. Aujourd'hui, on va planter combien d'arbres? Alors aujourd'hui, c'est 2000 arbres que nous plantons. C'est notre 4e opération sur site et on en a encore 3 autres à venir. L'objectif pour nous, c'est de planter 12 000 arbres sur cette zone cette année. D'accord, moi je suis prête. Eh ben c'est parti. On va planter. Je te propose qu'on y aille. Je vais te laisser avec Jason, c'est lui qui va te montrer. Voilà, Elisabeth, je te présente Jason. Bonjour Jason.
Alors celui-là, c'est rare qu'on le plante. Celui-là, c'est une espèce particulière, c'est le Grevillea exul. C'est un arbre qu'on retrouve justement beaucoup sur les sols ultramafiques comme celui-ci. Et donc c'est Siras qui nous l'a donné, ça vient de leur pépinière. Bon, ce qu'on va regarder d'abord en premier, ça sera le niveau. On va le mettre comme ça. Si c'est trop profond, on rajoutera de la terre. Si c'est pas assez, on enlèvera. D'accord. Et là, comme dit Thibaut, c'est la consécration. Ok. C'est toi qui as choisi de faire ton service civique à Calédocline? Oui, bah, j'ai connu comme tout le monde, hein, sur la base de béni. Quand on grandit, on voit un peu le pays qui se détruit, quoi. Et du coup, ça donne envie de reboiser comme ça, travailler dans le développement durable, travailler pour le pays et puis essayer de construire un joli truc. Bon, ben voilà, on en a planté un. Maintenant, il en reste 2000. On va pas traîner là. Ah bah oui, effectivement. Allez. Allez. Bah, au boulot. C'est parti. Ah mais tiens, il y a mon ami Alain qui est là aujourd'hui. Comment vas-tu, Alain? Elisabeth. Encore en train de planter des arbres. Ah ben oui, il faut faire sa bonne action quotidienne. Oh, on a mis l'hydro-rétenteur. Mettre un peu de terre, On on rajoute un mélange peu avec de la terre, terre, voilà. Hop. Hein, on participe un peu au reboisement des zones qui ont été brûlées l'année dernière et Dieu sait s'il y en a des milliers d'arbres à replanter pour refaire un couvert végétal. Hein. Bah, oui, Ça, c'est indispensable. Thibaut me disait que sur les 30 000 arbres plantés cette année, la moitié sont replantés sur des terres qui ont été brûlées. Donc ça fait 15 000 arbres rien que pour les brûler. Ouais, mais Il en faudrait encore plus. insuffisant, Il en bien faudrait sûr. encore, Oui, oui. ouais. Du coup, là, il faut bien la remettre parce que sinon, Thibaut, il l'a Ouais. dit tout à l'heure Elle au en début. manque un là. Presque à fleur. Ouais, exactement, bravo. Donc là, c'est l'étape du paillage. Voilà, c'est ça. Donc Ok. c'est un seau par arbre, donc c'est D'accord. très important. Donc 2000 arbres, 2000 seaux. Exactement. On n'a pas fini. Et donc l'objectif, c'est que ce broyat, il va justement garder de l'humidité pour la plante et il va aussi la recouvrir, donc la protéger en surface. D'accord. 2 plants à pailler. C'est un seau par arbre, hein, les amis. Allez, je te suis, Victor. À présent, direction Koumak, où Elisabeth va rencontrer Kevin Leclerc, un pompier passionné qui nous explique les difficultés à lutter contre les feux de forêt et les pistes de solutions qu'il propose. Bonjour, Kevin. Bonjour Elisabeth, bienvenue à Koumak. Merci. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu prépares la saison des feux? Exactement. Alors, dis-moi, la province Nord, c'est la province qui brûle le plus en Calédonie, c'est ça? Alors 77% des feux qui ont lieu en province Nord. Et pourquoi? Plus de brousse. Ouais. Et les moyens sont pas répartis de la même façon. On a aussi pas beaucoup de moyens, on va le dire. C'est par rapport à des zones qui sont aussi grandes, et ben, les effectifs, les moyens matériels et humains ça fait très peu par rapport à la surface qu'il y a à défendre, c'est énorme. Ça représente quelle superficie, ça, Kevin? Un huitième de la Nouvelle-Calédonie. Pour combien à de peu près. pompiers? Une vingtaine. Waouh! Et ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autres moyens comme moyens d'alerte? Le premier, c'est le 18. Les gens qui appellent, ils voient de la fumée, ils appellent. Et autrement, on a des choses un petit peu particulières qu'on a développées dans le Nord, où en fait, on va surtout faire appel aux forces humaines, et ça va être les habitants et puis certains acteurs de la commune qui vont, des différentes communes, qui vont nous aider justement dans la détection et dans les interventions. Et c'est suffisant pour savoir où se trouve un feu et pour intervenir? Alors ça va nous permettre de nous repérer, mais ma carte ne va pas détecter les feux. L'œil, c'est la même chose, c'est une carte, mais qui va être interactive avec 3 fois par jour un passage, et qui va me dire attention, alerte Vulcain, j'ai un feu à tel et tel endroit. Alerte Vulcain, pourquoi? Qu'est-ce que c'est l'alerte Vulcain? L'outil Vulcain, c'est l'œil qui a développé ça, c'est un passage de satellite et qui va détecter des points chauds. Tu veux dire que tout le monde est un peu mobilisé, la population travaille vraiment main dans la main avec les pompiers, c'est ça? C'est ça. À la rigueur, je te propose, c'est qu'on aille voir justement ce qu'on appelle les guets. Ils surveillent la zone. Eh bien, allons-y. C'est parti. On part avec le camion? Ok. Hop. C'est comme type de
de véhicule ce camion? Ça, c'est un camion fait pour les feux de forêt. On appelle ça un CCFN, un camion citerne feu de forêt moyen. Okay. On a aussi des légers, c'est les petits pick-up avec les petites réserves d'eau. Et des lourds, mais ça, c'est les gros engins. On en trouve surtout à la sécurité civile. Et qu'est-ce qu'on a comme réserve d'eau là En réserve d'eau, on a 4000 litres, 4 tonnes d'eau. Ok. Ça part vite. Ça part vite, bah oui, c'est ce que j'allais dire. Ça vous permet de rester combien de temps sur un feu de forêt, 4000 litres? Alors une grosse lance qui est utilisée sur ce type de camion-là, ça envoie entre 250 et 500 litres minute. Donc à 500 litres minute, 4000 litres, en fait en 8 minutes on peut ne plus rien avoir. Le dernier poteau avant de partir dans le nord. Après il n'y en a plus? Bah après là il faut se débrouiller là. D'accord, donc le dernier poteau il est à la sortie de Poumac. C'est ça. Et ensuite, après vous rechargez où en eau alors après? Les prochains poteaux on va les retrouver sur Poum. Okay. Donc Poum 51 km. Okay. Et entre les deux c'est soit on va comment dire prendre dans des criques, soit on va faire appel à des citernes. C'est une des routes qu'on a utilisées pour pouvoir accéder au feu. Donc tu vas t'en apercevoir, la végétation va changer, tu vas retrouver de l'herbe. L'herbe va repousser facilement, mais les arbres ont encore des stigmates du feu de l'année dernière. Bon, il n'y a quasiment plus rien, mis à part de l'herbe qui a repoussé, ça a quand même repoussé. On rentre dans la saison sèche, Wow. c'est sec. C'est sec. Là, il ne faut pas grand-chose, une étincelle et ça part. Ça flambe et ça brûle tout à nouveau. Et ça, on recommencerait. On voit bien les arbres là, hein. Ils ont souffert. Hein. Ah ben, certains ont réussi à reprendre un petit peu du poil de la bête. Ouais. Mais il y en a d'autres, là, on sent que le feu qui est passé l'année dernière, lui, ils n'ont pas supporté. Donc ça, c'est mort. Là, c'est mort, il repartira pas celui-là. Ah non, lui, il est mort. Hein. Ah là là. C'est un yaouli? Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme moyen de communication en dehors de la radio traditionnelle des pompiers? Alors les moyens de communication, le téléphone. Donc on utilise le réseau Mobilis. Et ensuite on a des moyens de communication qui sont que tout le monde a maintenant, qu'on retrouve partout. Même la tribu la plus perdue va l'avoir. Facebook, Messenger et WhatsApp, toutes les choses comme ça, ça fonctionne encore. Ouais. Messenger, très pratique. J'arrive pas à passer une photo à travers ce micro-là, mais Messenger, je peux envoyer une vidéo d'une zone ou une photo d'une zone pour expliquer, parce que une photo vaut 1000 mots. Et ça vous permet d'évaluer aussi l'ampleur de l'incendie. C'est ça. Hein? Donc là, on est à l'intersection entre la route qui mène à Wegwa. Wegwa Poum et par là Tibagi. Donc je te propose c'est qu'on se pose ici et qu'on fasse un petit point justement et qu'on essaye d'utiliser cette carte. Ok. Donc l'aérodrome, la longue piste qui est juste derrière nous, on va s'aligner avec. Là tu vas t'apercevoir que face à nous sur la carte on a toute une zone qui est verte et c'est bien la forêt qu'on a juste en face de nous. Okay. On va voir que cet outil-là, il nous sert vraiment pour nous coordonner, comme je t'ai dit tout à l'heure à la caserne, mais on va pouvoir utiliser aussi d'autres outils qui sont un peu plus connectés, et je vais aller par exemple sur le site de Géorep, et je vais pouvoir voir que juste en face de nous, on va avoir des zones de forêt sèche. Oui, parce que Géorep identifie en fait les zones c'est ça. En fonction de leur valeur écologique, c'est ça? Eh bien, Géorep, c'est une carte, mais on peut ajouter des sortes de calques transparents avec à chaque fois toutes les choses que l'on veut. Ça peut être le cadastre, ça peut être les zones d'intérêt écologique, les limites terrestres, les limites administratives. On va pouvoir mettre toutes les infos qu'on veut. C'est vraiment un outil interactif intéressant pour nous parce qu'il y a toute cette partie environnement. Et grâce à cet outil-là, moi, je vais pouvoir dessiner sur cette carte-là la zone qui m'intéresse. Ça veut dire que cette zone-là, elle a une forte valeur écologique parce qu'il y a de la forêt sèche. Et moi, ça va pouvoir m'aider à prioriser les scopes. Nous voici à la base de voile et donc je vais te présenter Xavier, donc, qui est un guet maritime. Salut Xavier. D'accord. Bonjour Kevin. Bonjour, je suis Xavier, le responsable de la base nautique de Pandop, donc bienvenue. Et à l'occasion de sortie, donc je reçois du public scolaire et le club. Et pendant
mes moments où je suis sur l'eau avec les enfants, en même temps j'en profite pour faire du gué maritime. Donc je suis également pompier volontaire. Depuis, c'est ma deuxième année sur le Coumac, mais j'ai été 10 ans pompier volontaire en métropole. Et du coup, avec Kevin, on a eu l'idée de rentrer d'intégrer la base de voile dans le plan de sauvegarde communal de Coumac, de la commune de Coumac, pour la partie maritime. CS Coumac, CS de Coumac de Toile du Lagon. Allez, transmettez pour CS Coumac. Oui, fin de la vigie maritime, je rentre. Rien à signaler. On peut dire que c'est une bonne journée, pas de départ de feu, on rentre pour ce matin. Serein. Ouais, pour ce matin. Parce que là, la saison des feux, ça doit flamber de partout, quoi. Vous en voyez en moyenne à quel rythme? Est-ce que c'est tous les jours? Bien 3-4 fois dans la semaine, ouais. Bonjour Marie-Isabelle, ça va? Ouais, ça va? Tu m'attendais? C'est bien, on va faire un tour pour aller regarder. On va aller faire la vigie, c'est ça? Sur le haut de la ville? Eh ben, allez, avec plaisir, je te suis. Allez, on y va. Allez. C'est vraiment un point d'observation privilégié, là on voit absolument tout. Hein. Tiens, regarde. Tu vois là-bas, bord de mer, Ah ouais, côté Tégol. ah, on voit de la fumée. Ouais, C'est un départ de feu? oui, oui. Et attends. Je vais juste prévenir un coup. Donc là tu préviens Kevin, c'est ça? C'est ça, Et tu le préviens comment du coup? Messenger, Messenger. c'est ça. Toi quand tu travailles la journée, tu as toujours un œil qui est rivé vers la vallée en bas pour repérer les départs de feu. C'est ça, c'est une seconde ceinture chez toi? Oui, oui. Parce que faut dire, en plus de ton travail à la mine, tu es sapeur-pompier volontaire. C'est ça. Donc quand tu n'es pas en train de rouler commande de ton 70 tonnes, C'est ça. tu es en train d'éteindre les feux en bas dans la Je suis en vallée. bas, c'est ça. Accompagnée d'Hubert Géraud du WWF, Elisabeth se rend à la tribu d'Azareux, à Borail, où Roberto Mico se bat pour préserver l'eau dont dépend la survie de sa tribu et aborder les moyens de lutte contre les feux. Bon, Isabelle, je te propose d'aller à la rencontre d'un des porteurs de solutions de la lutte contre les feux en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Bonjour. Bonjour Roberto. Hubert. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Enchantée. Et donc Roberto Mico, qui est le président du comité de gestion de la tribu d'Azareux, avec lequel on a démarré la collaboration il y a une dizaine d'années, à la demande de la tribu et de la province sud, qui était venue s'inspirer de ce qui se faisait à la tribu de Guapin. Et donc l'histoire a commencé, voilà maintenant, une dizaine d'années. Et concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place? On a d'abord un chantier vitrine qu'on a mis en place pour permettre aux personnes invalides de pouvoir avoir une visibilité sur le travail qu'on fait. On a pu mener depuis quelques années avec WWF, la DAN et quelques partenaires associatifs aussi. Alors justement, elle vient d'où l'eau du robinet au sein de la tribu? L'eau du robinet vient tout simplement de la source, auquel on y a mené un travail aussi pour la sécurisation du périmètre de captage. Roberto, ça a brûlé il y a une semaine et tu n'es pas encore revenu sur les lieux. Donc là, on découvre ensemble les dégâts du feu. La plantation, c'est tout le long. Il y a quelques pins colonnaires qui ont échappé au feu avec quelques niaoulis. Alors là, il y a combien d'arbres qui ont été plantés? Ici, on a à peu près 800 arbres. Hein. Parce que on mesure quand même tout l'effort qu'on y a passé dessus en termes de temps, en termes de sacrifice, en termes de sensibilisation. Et on s'aperçoit que c'est à partir d'une petite graine d'allumette que voilà, on ravage tout un travail qui a été fourni. Par les mêmes personnes, enfin par des personnes du même endroit en fait. Non, mais... C'est un écobuage en tribu, mal contrôlé, donc c'est pas intentionnel. Oui, voilà. C'est plus quoi, on va dire une négligence. Une négligence. Puis... De personnes qui sont quand même pourtant sensibilisées. Sensibilisées, oui, parce qu'ils y ont participé quand même à la plantation et à tout l'investissement hein, qu'on y a mis dessus. Mais voilà, c'est une petite négligence ou peut-être c'est le fait qu'on n'a pas pu mesurer aussi l'ampleur que ça pouvait peut-être, malgré les sensibilisations qu'on a pu mener
depuis 2008. Et on s'aperçoit quand même de la fragilité. Donc la tribu, elle est quand même pas loin, enfin, elle est en danger quand il y a un feu comme ça sur la crête. Oui, il y a un feu. Là, on voit juste en face, ce sont des lignes de crête qui sont propices au feu. Ah bah tiens, voilà, regarde. Qu'est-ce que c'est? Une des victimes du feu, qui est un 5 arboricole, on grimpe aux arbres également. Lorsqu'on faisait allusion tout à l'heure aux éléments totémiques liés à l'identité, on s'aperçoit, puis on ne peut que dire que lorsqu'on brûle tout ce qu'il y a autour de nous, mais on brûle aussi les éléments. Les éléments, et le lézard, c'est typiquement identitaire au pays. En ce moment, il y a plein d'oiseaux qui ont fait leur nid, qui ont des œufs ou des oisillons. Et tout le monde a péri dans les flammes. Et on met en avant surtout des arbres qui peuvent vraiment nourrir les roussettes, de façon à ce que ces roussettes-là puissent être les jardiniers. Un peu de l'endroit pour qu'ils puissent véhiculer un peu ce qu'on a mis en place. Alors cet espace, en fait, il a brûlé très souvent avant le projet de réhabilitation. Donc ça a fait fuir les roussettes, entre autres, parce qu'elles n'aiment pas trop la fumée. Oui. Puis ça les a privées de nourriture. Et depuis que vous avez replanté tous ces arbres, elles sont revenues. Il y a d'autres espèces qui sont revenues également? On s'aperçoit que les espèces sont revenues, telles que les notous, les roussettes. Donc le captage est redevenu favorable pour accueillir cet animal emblématique du pays, quoi. Là, je vois derrière, devant nous, un magnifique Fotamanou. Il est magnifique, hein. Et qu'est-ce qu'on voit là, Roberto? Les graines. Ouais, ça y est, ça commence. Donc c'est-à-dire que lui, à son tour, même si tu ne remontes plus planter des Fotamanous, lui-même va semer sa future descendance. Voilà, et les futurs fruits sont ici, on a des graines, on a les oiseaux qui reviennent, on a les roussettes qui reviennent, et cette zone qui est protégée des feux grâce à l'action des gens de la tribu. Des gens comme ça. Et voilà. Pour sauver le récif corallien calédonien, tout commence là. Tout commence là, à la source. Merci beaucoup, Roberto, pour cette visite. Les forêts de Nouvelle-Calédonie ont déjà largement subi les effets du feu et il en reste plus beaucoup. Il nous reste en gros un tiers de nos forêts humides et puis seulement 2% des forêts sèches. Donc oui, il y a un gros enjeu à préserver ce qu'il reste. Et le fait que les forêts soient fragmentées, est-ce que ça amplifie le phénomène? Carrément, puisque un incendie va pouvoir parcourir de plus en plus de distance dans les paysages forestiers du fait de la fragmentation des forêts. Puisque chaque savane qui est connectée à une autre savane peut finalement passer le relais d'un feu né à un endroit jusqu'à un autre point. Donc c'est un véritable souci, cette fragmentation. Alors jusqu'à présent, les forêts humides étaient relativement préservées des feux de forêt. Est-ce que ça va être encore le cas à l'avenir? Malheureusement non, du fait du réchauffement climatique justement. Puisque c'est quoi le sapeur-pompier de la forêt humide? Le premier sapeur-pompier, c'est pas le sapeur-pompier qui sort de la caserne, c'est son humidité. Normalement, un feu qui naît en savane va venir taper contre une lisière, manger la lisière forestière et puis s'éteindre du fait de l'humidité du sous-bois. Sauf dans un contexte de changement climatique qui est en train d'arriver ici, on va plus avoir cette humidité en sous-bois. Et donc le feu qui va rentrer à l'intérieur de la forêt va être capable de brûler intégralement un massif forestier de la chaîne. Alors concrètement, quelle est la solution? On ne peut pas continuer en Nouvelle-Calédonie à laisser brûler, parce que ce que l'on brûle, c'est notre potentiel de développement et de bien-être. Les forêts, elles nous alimentent en eau, elle est riche de biodiversité qu'on utilise et qu'on utilisera. Connaître, par exemple, grâce à l'œil, l'Observatoire de l'environnement, depuis quelques années seulement, nous savons où, quand et quoi brûle en Nouvelle-Calédonie. Depuis le transfert de la compétence au territoire, on a une direction de la gestion des risques, la DSCGR, avec une augmentation des moyens de lutte. De plus en plus, les enjeux eau et de préservation de biodiversité sont pris en compte. Donc ça s'améliore. Oui, mais malgré tout, le nombre de feux est toujours aussi important et les surfaces brûlées ne diminuent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire
Il y a beaucoup de choses que l'on attend encore. Par exemple, de tester un aéronef autre qu'un bombardier hélicoptère, un Air Tractor, on en trouve en Australie à côté, et on pourrait le tester pour voir s'il est complémentaire ou plus efficace qu'un hélicoptère. On peut également développer des réserves de sécurité civile, ce que le Mont-d'Or a fait, ce qui permet à des bénévoles qui seraient formés, assurés, équipés, de venir en deuxième rideau, ce ne sont pas des sapeurs-pompiers, venir soutenir l'effort des sapeurs-pompiers. Il faut rappeler qu'il y a 15 ans, le WWF avait mobilisé 400 bénévoles pour venir soutenir les quelques dizaines de sapeurs-pompiers sur le feu de la montagne des Sources. Et ça avait été efficace. Donc il ne faut pas le faire dans n'importe quel cadre, mais c'est une des solutions. Donc, Elisabeth, si on veut réussir la lutte contre les feux, il faut rassembler l'ensemble des acteurs du pays pour travailler sur les feux. Qui sont ces acteurs? Quasiment tout le monde, c'est-à-dire que c'est pas que le problème des sapeurs-pompiers. Les agriculteurs ont leur place dans le dispositif. Les miniers qui ont des mines sur des points hauts qui peuvent facilement donner l'alerte sur un départ de feu. Les pilotes d'avion ou d'ULM qui eux aussi peuvent détecter des feux. Ou les gens qui sont sur l'eau également? Ça peut être un endroit où on peut en effet repérer des incendies sur la Grande Terre. Mais c'est également le monde de la religion, le monde de la culture, les associations, l'enseignement. Il y a énormément d'acteurs qui doivent contribuer à cette question des incendies. Et donc nous, ce que l'on pousse depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est l'élaboration d'un plan d'action feu Nouvelle-Calédonie. Celui-là, il pourrait s'organiser en 6 volets. Le premier, c'est la question de mobilisation des acteurs. C'est ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que ce n'est pas que le problème des sapeurs-pompiers. On doit réussir à organiser la mobilisation de tous les Calédoniens sur le sujet. Le deuxième, c'est toute la dimension de sensibilisation-prévention. Pourquoi ? Parce que le meilleur feu, c'est le feu que l'on n'allume pas. Donc il faut qu'on soit plus efficace pour qu'il y ait moins de départs de feu. Il ne s'agit pas de lutter contre les feux plus efficacement. En premier lieu, c'est de réduire leur nombre. Ensuite, il y a le volet de suivi-surveillance. L'œil nous a offert un superbe outil sur le suivi des incendies. En termes de surveillance, il faut qu'on puisse mobiliser tout un réseau d'acteurs pour détecter au plus vite les incendies, pour vraiment pouvoir appliquer la doctrine attaque massive sur feu naissant. D'accord, donc c'est la 3e pièce. Exactement. Ensuite, le passage à l'action, la lutte terrestre et aérienne. Je te parlais tout à l'heure de tester d'autres aéronefs que les hélicoptères bombardiers d'eau. Et il y a plein de stratégies d'adaptation que les sapeurs-pompiers particulièrement peuvent mettre en place pour améliorer la lutte. Donc ça, c'est important également de travailler ensemble là-dessus. Il y a également les mesures incitatives et répressives. Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, il y a très peu d'incendiaires qui sont condamnés en Nouvelle-Calédonie. Donc le message, c'est quoi ? Le message, c'est on peut brûler, c'est pas grave, on ne sera pas puni. De l'autre côté, des mesures incitatives, ça peut être augmenter la fréquence de ramassage des déchets verts dans les communes, puisque quand on a des déchets verts, il y a beaucoup de gens qui disent je vais brûler pour m'en débarrasser. Donc si on augmente la fréquence, on peut diminuer la motivation à mettre le feu. Et puis enfin, le volet gestion et restauration. Donc ces espaces naturels, les aires protégées, les forêts, c'est des espaces qu'il faut savoir gérer par rapport au feu et également restaurer. On l'a vu par exemple avec Thibaut à la coulée. Il y a tout un travail à faire malheureusement pour réparer les bêtises du feu. Et oui. Bien voilà, on a fait le puzzle du plan Action Feu Nouvelle-Calédonie. En fait, c'est pas très compliqué, il suffit de se mobiliser. Alors c'est la volonté de tout le monde de se rassembler pour travailler ensemble. Personne n'a la solution, on est tous une petite partie de la solution. Merci beaucoup Hubert. Et cette fois, comme geste pour le caillou, j'aimerais proposer donc à tous les Calédoniens qui observeraient le départ d'un feu, tout simplement de prendre son téléphone et de composer le 18 pour prévenir les pompiers. C'est très simple. Et ça devrait être le réflexe de chacun.